cadre du cours Catégorie du récit, destiné aux étudiants du semestre 2 Études françaises, nous allons aborder les genres narratifs et littéraires. Donc, les formes narratives et littéraires varient en fonction du projet de l'auteur et l'ampleur du récit. À titre d'exemple, on va prendre uniquement 3 types de textes. On ne va pas en parler tous, mais on va uniquement développer des informations autour de la nouvelle, le conte et le roman. La nouvelle. La nouvelle, c'est un récit fictif généralement bref, nécessitant un temps de lecture relativement court. Il se caractérise par un cadre spatial et temporel resserré, un nombre restreint de personnages réduit à quelques traits permanents et typiques, une action dense et fortement structurée. Donc, le point principal justement de la nouvelle, c'est le fait qu'elle est courte. On passe à la deuxième partie. Donc, la nouvelle, c'est un récit où l'action est simple. L'auteur ne traite habituellement qu'un seul événement. L'action se déroule dans un temps bref et un espace précis. L'auteur met en scène un personnage principal dont il exploite un trait dominant. Donc, ce sont tous des éléments qui sont vraiment resserrés. Par rapport aux actions, on ne va pas en trouver plus. Par rapport aux personnages, non plus. Donc, tout est fait dans la mesure où ça doit être justement très, très restreint. Il y a peu de personnages secondaires et les quelques personnages secondaires qui apparaissent dans le cadre du récit sont subordonnés à l'agir du personnage principal. Tout ce que peut faire un personnage secondaire, si on en trouve dans une nouvelle, il le fait toujours par rapport au personnage principal de l'histoire. C'est un récit vraisemblable raconté par un narrateur. Donc, un récit vraisemblable, c'est-à-dire qui se rapproche de la réalité, du vrai. Ce récit crée une impression de réalité, contrairement au conte qui est de nature plus fantaisiste, c'est-à-dire qui ne ressemble pas justement à la réalité. Le dénouement de l'action est généralement inattendu. Donc, pour résumer, la nouvelle se fonde sur la concision. Peu de personnages, d'événements et de lieux. Tout doit être ramassé et réduit. À l'opposé du roman, la nouvelle se concentre sur une action unique. Les nouvellistes ne cherchent donc pas à multiplier les intrigues ou les péripéties. Au contraire, l'action est souvent réduite à un seul événement. Peu de choses se passent entre la situation initiale et la situation finale. Donc, cela ne signifie pas que ce qui se passe n'a pas d'importance, loin de là. Donc, tout événement qui est cité, toute action, tout lieu qui est décrit a justement des objectifs chez le narrateur. Justement, ça nous aide à comprendre certains éléments de notre histoire. Donc, justement, nous avons terminé avec la définition de la nouvelle et on doit dans ce sens garder dans notre tête qu'elle est brève, que les personnages sont peu nombreux, que les actions sont peu nombreuses, etc. Par rapport au roman. Donc, déjà le terme roman, d'où vient-il? Au Moyen Âge, le roman est la langue d'usage par opposition à la langue savante, c'est-à-dire le latin. Puis, à partir de 1150, les termes romancé ou mettre en roman signifie traduire en langue romane. Le terme roman désigne alors un récit versifié en langue romane. Depuis le XVIIIe siècle, depuis le XVIIe siècle, le roman désigne une œuvre narrative en prose nécessitant un temps de lecture relativement lent. Le roman présente des aventures imaginaires de personnages donnés comme réels. Il y a toujours le trait de la vraisemblance, doté d'une psychologie, d'un destin et évoluant dans un temps et un milieu déterminé. Donc, comme on vient de le voir et de le citer, le roman se différencie de la nouvelle déjà par
la quantité des actions, des événements, c'est-à-dire les éléments, ils sont beaucoup plus nombreux que dans la nouvelle. Le roman montre justement des faits qui sont imaginaires, tout en prétendant à une certaine vraisemblance. Donc déjà, le principe de la vraisemblance, on essaie toujours d'inscrire l'histoire dans la vraisemblance, dans la réalité, de telle manière à ce qu'elle soit imaginée par le lecteur d'une manière, c'est-à-dire, si je peux oser le terme, un peu facile. À la différence d'autres genres, la tragédie, l'épopée ou autre, le roman n'obéit pas à des règles contraignantes. Il présente des formes et des termes variés. Souvent écrit à la troisième personne, le récit est parfois fait à la première personne. Et certains romans privilégient l'étude des personnages. Des romans d'analyse, par exemple, et si on prend l'exemple de La Princesse de Clèves, où vous trouverez justement des indices très pertinents dans ce sens. L'intérêt est donné plus à la psychologie du personnage. Et on va voir justement par la suite l'étude, justement, c'est-à-dire chez le narrateur, dépendant justement de sa manière d'écrire par rapport à cette psychologie. Est-ce qu'il permet justement au lecteur de connaître toute la psychologie au nom des personnages? Donc l'accent par rapport à d'autres exemples de romans tels que Le Rouge et le Noir de Stendhal, l'accent est mis sur l'évolution sentimentale, intellectuelle et sociale du héros. Donc on passe à un autre thème. Donc ce n'est pas de la psychologie, c'est beaucoup plus le sentimental et ou le social. Le roman peut aussi mettre en scène la société et les mœurs, comme chez Émile Zola ou Honoré de Balzac. D'autres romans privilégient les événements racontés, c'est-à-dire ils relatent des faits. C'est le cas des romans historiques, des romans d'aventure, mais aussi des romans policiers ou de science-fiction. Ainsi, même s'il s'inspire des faits réels ou de vraisemblance, le roman est une œuvre de fiction. Ça reste une œuvre imaginaire qui s'inscrit dans le réel, mais qui a des traits justement de vraisemblance, comme on a pu le dire tout à l'heure. Cependant, certains récits littéraires distincts du roman relatent des faits réels. Voltaire a des exemples dans des récits historiques, les récits de voyage, les biographies et les autobiographies. Donc, si on prend les éléments que je viens de citer, donc les récits historiques, on relate des faits qui ont été vécus, donc on raconte un vécu. Après, on a les récits de voyage, c'est la même chose. La biographie et les autobiographies, donc je raconte ma vie ou je raconte la vie d'autres personnes connues. Le roman peut relater plusieurs aspects relatifs à son époque. Donc, bien sûr, ça pourrait être autour du thème ou de thèmes sociaux, politiques, religieux, historiques ou autres. Donc, on vient de terminer justement la définition du roman, celle de la nouvelle, et on va passer à la troisième et dernière qui est celle du conte. Le conte est un récit bref, effectif. Il est souvent inspiré de la tradition populaire et orale. La fiction du conte se déroule dans un espace et dans un temps éloigné, souvent irréel, et elle fait parfois intervenir le merveilleux. Le merveilleux, c'est-à-dire, ce sont des faits qui sont inexplicables, des personnages ou objets dotés de pouvoirs surnaturels. Donc, vous pouvez conclure justement que le conte ici s'inscrit dans le fantastique. Et c'est des récits justement qui ont des objectifs, qui ont des vocations, on va le voir, divertissantes. Le récit à vocation divertissante, le conte peut aussi avoir une fonction morale. Charles Perrault, comme exemple dans Histoire ou conte du temps passé 1697,
ou philosophique, Voltaire utilise la forme du conte et le regard faussement naïf des personnages pour critiquer et divulguer la vérité. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu lors de votre cours d'histoire des idées, 18e siècle, comment les grands philosophes et les grands auteurs ont pu utiliser le conte justement pour faire passer des messages qui ne sont pas aussi naïfs, des messages justement qui ne sont pas aussi naïfs que ça. C'est-à-dire, ils peuvent humaniser des animaux justement, leur donner des rôles qu'on peut voir justement dans notre vraie société et ainsi faire passer leurs messages d'une manière démystifiée, si on peut dire, ou d'une manière implicite. Et le plus grand exemple dans ce sens reste justement Voltaire. Car parfois, il met en scène dans le conte la société du temps tout en la critiquant. Le but aussi est de vulgariser la pensée des philosophes des Lumières et échapper à la censure, grâce au travestissement, c'est-à-dire au déguisement de la fiction. Et l'exemple que je viens de vous donner justement par rapport à l'humanisation des animaux, etc., reste le message le plus pertinent dans ce sens. L'histoire permet de dégager une leçon de vie, c'est-à-dire une morale. La morale se dégage habituellement au fil de la lecture, mais elle peut aussi être clairement énoncée à la fin du récit. Donc, elle peut être implicite ou bien explicite, c'est-à-dire que par cette histoire, on veut montrer que, c'est-à-dire être par exemple positif dans sa vie, être, si on peut dire, être quelqu'un qui croit en le bien, ou bien par exemple le bien par exemple gagne toujours, les personnes bonnes gagnent toujours à la fin de l'histoire. Donc ce sont tous des messages qu'on peut faire passer implicitement ou explicitement dans un texte ou dans un écrit littéraire. Normalement, le narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte, reste externe à l'histoire. Donc le conte, un univers narratif. Le conte est constitué des principales composantes d'une histoire, d'un récit, à savoir, bien sûr, on va trouver des personnages, on va trouver des lieux, une époque, des actions et des objets, et qui tournent justement toujours autour du monde du merveilleux. Donc les personnages, ça va être des personnages merveilleux, c'est des princes et des princesses, c'est des rois et des reines, c'est des belles-mères méchantes. Par rapport aux lieux, vous allez trouver des châteaux, des palais, des maisons faites de chocolat, etc. Par rapport aux époques, c'est des époques qui sont indéterminées dans le temps. Et on va montrer ça par des expressions telles que jadis, il y a longtemps, il était une fois, etc. Les actions, ce sont toujours des actions pour combattre la méchanceté ou combattre le dragon, envoûter, jeter des sorts, sauver des princesses, transformer une grenouille, etc. Et les objets sont des objets aussi magiques. Ça pourrait être un miroir maléfique, un coffre au trésor, une baguette magique, une lampe merveilleuse, etc. Donc ici prend fin mon cours. Je vous remercie et je vous revois bientôt.